Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du nouvel homme, le légendaire von Neumann, Gros cerveau. et son théorème ergodique dans sa version discrète, même si en réalité c'est une version continue dont on dira quelques mots après. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? On est dans un espace de Hilbert H, T c'est un endomorphisme continu de H, de norme inférieure ou égale à 1, soit P, le projecteur orthogonal sur ker de T moins identité. Donc ça existe parce que ker de T moins identité est un fermé, on en reparlera. Alors quand on va faire la moyenne des T puissance K de K allant de 0 à N, eh bien on a que Tn de X, quand N tend vers plus l'infini, tend vers P de X, quel que soit X dans H. Alors on va suivre la preuve sous format finalement de développement 15 minutes qu'on trouve dans Objectif Agrégation, qui est un livre que je conseille, qui est très bien fait, et qui fait des constatations, à la fois des remarques, qui ajoute des petites applications. Les développements sont bien soignés, je trouve. On commence par une petite remarque, c'est que on a juste une convergence simple. Il ne faut pas s'attendre à une convergence pour la norme. Hein. Tn moins P ne tend pas vers 0 hein, pour la norme de l'espace de Hilbert. Je vais commencer par un rappel. On a un corollaire du théorème de projection sur un convexe fermé qui dit que, alors effectivement, ker de T moins identité, c'est un fermé parce que T est continu, donc T moins identité est continu, d'accord, on a l'hypothèse de continuité. Et parmi les nombreux corollaires hein, du théorème de projection sur un convexe fermé, on a que H se décompose en ker de T moins identité plus ker de T moins identité orthogonale. Effectivement, hein, on a l'existence d'un projeté sur un convexe fermé, donc c'est bien un convexe, c'est bien un fermé, et comme corollaire, quand on a un espace fermé, ici on va avoir l'orthogonale, en somme directe, la différence des deux appartient entre l'élément et son projeté, appartient à l'orthogonale. Alors ça, ce sont des choses que je supposerais connues. Alors une petite remarque sur la preuve, pour commencer la preuve du théorème, c'est que si x est dans ker de t moins identité, ça veut dire si t de x est égal à x, alors forcément Tn de x, c'est la moyenne des x, donc c'est x. Donc c'est P de x, puisque P c'est la projection sur justement cet espace. Bien. Donc ça pose pas de problème. Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est juste de montrer que si y appartient à l'orthogonale de ker t moins id, eh bien Tn de y tend vers 0. Voilà, c'est juste ça hein, qu'on a à faire. Hein, Tn de y tend vers 0 quand y appartient à ker de t moins identité orthogonale. Bien, alors on va faire ça par deux lemmes. D'abord, un premier lemme, si U est un endomorphisme continu de H, alors le noyau de U orthogonal est égal à l'adhérence de im U adjoint, U étoile. Bon, preuve du lemme, prenons x dans ker de U, c'est équivalent à dire que quel que soit y, u de x, y égale 0, on connaît, bon, dans ce sens-là c'est clair, là c'est la forme hilbertienne, hein, forcément, et c'est équivalent à dire que quel que soit y, la forme x, u étoile de y égale 0, oui, puisque ça c'est égal à ça, ce qui est équivalent à dire que x appartient à im de u étoile orthogonale. Voilà. Donc ça, ker de u est égal à im de u étoile orthogonale. Maintenant, je prends l'orthogonale des deux côtés. Ça fait ker de u orthogonale est égal à im de u orthogonale orthogonale. Mais là, on n'est pas dans un espace de dimension finie, hein, mais on est dans un Hilbert. Et ça veut dire que l'orthogonale de l'orthogonale, c'est l'adhérence. Hein, ça, c'est bien connu. Donc, ça nous fait ce résultat-là. Deuxième lemme, si
la norme de U est inférieure ou égale à 1, alors on a tout un tas d'équivalences. X appartient à un clair de U moins identité. UX est égal à norme de X. UX est égal à norme de X, carré, pardon, ici c'était carré. Alors maintenant on attaque le second lemme. Si la norme de U est inférieure ou égale à 1, bon, on va appliquer U à T en fait, mais bon, j'appelle U. X appartient à tiers de U moins identité. C'est équivalent à UX est égal à la norme de X au carré. C'est équivalent à UX est égal à la norme de X au carré. C'est équivalent à X appartient à clair de U étoile moins identité. Voilà. Ce lemme est finalement réduit à un seul truc non trivial. D'abord, si on a ça, évidemment, U de X est égal à X. Donc, quand on remplace U de X par X, on a ça, évidemment. Et, évidemment, si, maintenant, on a ça, on a ça. Pourquoi? Je mets un bar dessus. Ce ne sont pas le bar de l'adhérence, le bar de la conjugaison. Donc ici, si je mets un bar, ça veut dire que je peux échanger maintenant. Ça va faire X U de X avec le bar. Et lui, il n'a pas changé parce qu'il est réel. Voilà. Donc, finalement, déjà, ces trois équivalences, elles sont réduites. Alors, ça et ça, c'est bien sûr équivalent en mettant le bar. Ça implique ça. Et au final, la seule difficulté, c'est que U de X est égal à norme de X au carré, implique que X appartient à un clair de U moins I. Si on arrive à démontrer ça, alors on aura aussi l'équivalence d'après, ici, puisque on n'aura qu'à mettre U étoile à gauche ici, à la place de U, on fait passer le U ici, ça devient U étoile, et appliquer encore une fois cette équivalence, mais à U étoile, qui est forcément de norme inférieure à 1, comme U, bien sûr. Ça se voit facilement. Donc, je réduis le lemme à la première implication inverse. D'accord? Alors allons-y. Je suppose ceci. Donc j'ai norme de X au carré qui est égal à ce produit scalaire, mais ce produit scalaire par Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal à norme de U de X, norme de X, mais comme norme de U est inférieur ou égal à 1, eh bien c'est inférieur à norme de X au carré. D'accord? Par définition, parce que on a norme de U de X est inférieur ou égal à norme de U fois norme de X, et ça c'est inférieur ou égal à norme de X, parce que ça c'est inférieur à 1. Ça c'est des choses assez simples finalement, et là on arrive à une égalité, ce qui veut dire qu'on a égalité partout. Conclusion, on est dans le cas d'égalité, de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce qui veut dire qu'on a U de X égale lambda X, avec un lambda, attention, positif. Donc maintenant, on écrit l'égalité qui nous donne norme de U de X égale norme de X, mais cette fois-ci avec U de X égale lambda X et lambda positif, et ça nous fait exactement lambda égale 1, donc U de X égale X, et on a bien la réciproque voulue. Voilà, maintenant avec ces deux lemmes, on est blindé pour montrer le théorème. On part donc de H égale le noyau ici de ça plus son orthogonale. Donc ici on a une décomposition orthogonale. Je vous rappelle que ce qu'on veut montrer, c'est que ça tend vers Tn de Y qui est là-dedans, ça tend vers 0. Eh bien, l'orthogonale du noyau, d'après le premier lemme, c'est l'adhérence de l'image de T adjoint moins identité. Maintenant, comme on a ici ce noyau-là est égal à ce noyau-là, encore d'après le lemme, c'est aussi égal à im de T étoile étoile, finalement, moins identité. Et l'adhérence. Donc T étoile étoile, l'étoile c'est une involution. Donc ici, on a T moins identité. Voilà. Ça, c'est quand même un truc important. Et
ce qu'on veut montrer maintenant, c'est que si y appartient à ceci, alors ça fait 0. Parce qu'on a toujours... bon, en fait, ce sont des décompositions orthogonales hein, qu'on a depuis le début. Hein, voilà. Donc, ce qu'on veut démontrer, maintenant, c'est que si y appartient à l'adhérence de im de t moins identité, alors tn de y tend vers 0. C'est ça qu'on veut. Bon, alors d'abord, on va le faire pour z dans l'image de t moins identité. C'est facile, c'est juste de l'élimination terme à terme. Hein. On a z qui est égal à t de x moins x, puisqu'il est dans l'im. Et donc, ça fait que tn de z, ben, à chaque fois, quand on va passer par ça, on va avoir une élimination terme à terme. Et il va rester plus que donc 1 sur n plus 1. Et le terme le plus grand pour k égale n, ça va faire tn plus 1 de x. Et le terme le plus petit pour k égale 0, ça va faire moins x. Et bien sûr, comme t est de module inférieur ou égal à 1, ça va être borné par module de x, ça va être borné par module de x, et par l'inégalité triangulaire, on va avoir quelque chose qui va tendre vers 0. Mais vous voyez, attention, hein, on n'est pas dans la limite uniforme. Hein, voilà. Maintenant, on va vraiment prendre y dans l'adhérence de ça veut dire que quel que soit epsilon, il va exister un z tel que norme de y moins z est strictement inférieure à epsilon. Et maintenant, je vais regarder la norme de tn de y avec l'inégalité triangulaire et le fait que tn est un morphisme. Donc j'ai la norme de tn de y moins z plus la norme de tn de z. Donc ça, encore une fois, c'est facile de voir que comme tn c'est une moyenne de tk et que tous les tk sont de normes inférieures ou égales à 1, eh bien ça va être inférieur ici à norme de tn, norme de y moins z, mais norme de tn est inférieure ou égale à 1. Donc ici ça fait faire strictement inférieur à epsilon. Et ça, eh bien on a vu que ça tendait vers 0. Donc on peut trouver à partir d'un certain n que c'est inférieur aussi à epsilon. Donc on a strictement inférieur à 2 epsilon. Voilà, c'est terminé. On a montré le théorème ergodique de von Neumann. Il a des parfums de Césaro, de théorème de Césaro, convergence en moyenne. Il a des parfums aussi de théorie des représentations, hein, de théorème de Schur, où finalement, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des invariants, parce que trouver un projecteur, c'est finalement un objet invariant. Il vérifie P2 égale P. Il a quelque chose d'invariant, donc on trouve en moyennant, en faisant la moyenne, des objets invariants, comme quand on avait trouvé une forme G invariante sur les groupes finis, hein, c'est sur les représentations de groupes finis. Bon, ça fait penser, pour certains, à des mesures de Haar aussi. Donc ce sont des constructions assez typiques, et on peut imaginer que c'est extrêmement intuitif que ceci va être un invariant, bien sûr, par T, mais plus qu'un invariant par T, c'est le projecteur orthogonal. Et en fait, c'était ça la difficulté. Finalement, toute la preuve se consacre à ça, c'est à montrer que non seulement c'est un invariant, mais que c'est le plus proche invariant de X. On va regarder maintenant une application classique qu'on trouve dans Objective Agrégation, de ce théorème ergodique de von Neumann, ainsi que bon, un petit regard, un petit aperçu du vrai théorème non discret, hein, donc sa version continue, sa version originale. Alors comme corollaire, on va se situer dans l'espace de Hilbert, dans l'espace L2 du cercle, qui est représenté par R sur 2πz, soit f dans h, une fonction, alpha qui n'est pas commensurable avec pi, voilà. Alors, 1 sur n, somme de k égale 0 à n-1 de f, de la fonction, disons, f de x plus k alpha, donc ça, vu comme fonction dans l'espace de Hilbert, ça converge pour l'espace de Hilbert vers 1 sur 2pi, donc c'est une constante, hein, c'est une fonction constante, 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi de f de t dt. Voilà. La preuve, eh bien on va prendre t de f, c'est l'incrémentation alpha, c'est
f, on associe la fonction qui a x donne f de x plus alpha. Donc c'est une isométrie de h, évidemment, parce que quand on fait la norme de f au carré, c'est 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de f de t plus alpha, comme ça, carré dt. Donc comme f est, on fait le changement de variable, hein, on remplace t plus alpha par t, et comme f est périodique, on va avoir exactement la norme de f2. Bon, donc ça c'est facile. T donc, est de norme 1, donc elle va être continue, donc on a tout ce qu'il faut. Du coup on applique le théorème, on a 1 sur n somme de n de k égale 0 à n-1 de f de nos fonctions, qui va tendre vers le projecteur orthogonal sur l'espace des invariants. Alors, l'espace des invariants, donc c'est les f tels que f de x plus alpha égale f de x, quel que soit x. Bon, alors évidemment, si f est constante, f est invariant. Maintenant, réciproquement, si on a f de x plus alpha égale f de x, quel que soit x, donc par un changement de variable, on va avoir que Cn de f est égal à l'exponentielle de 2pi ni alpha Cn de f, le coefficient de Fourier. Bien. On peut avoir le moins, selon comment on fait le changement de variable, on a ça ou moins ça revient au même. Ce qui veut dire que, puisque alpha n'est pas commensurable avec pi, ça veut dire que ça, c'est différent de 1, donc Cn de f est égal à 0, c'est différent de 1, sauf pour n égale 0, hein. Donc, le coefficient de Fourier de f est égal à 0 pour tout n non nul. Ce qui veut dire deux choses. D'abord, que f est réduite à son coefficient de Fourier en 0, donc f est constante, donc on a démontré la réciproque, mais d'autre part que la projection orthogonale, quand vous avez la série de Fourier, sur les constantes, c'est la constante en elle-même, puisque la série de Fourier, c'est une décomposition orthogonale. Donc P de f, c'est C0 de f, c'est-à-dire ceci. Donc on a bien ce qu'on veut. Voilà, donc on a notre petite application. Maintenant, juste la généralisation, on choisit dans un espace de Hilbert des opérateurs U de T, donc un groupe d'opérateurs, donc un groupe, ce qu'on appelle un groupe à un paramètre, où le paramètre est réel. U de T, c'est un opérateur. C'est des opérateurs, on les prend de normes tous inférieurs ou égaux à 1. Souvent, on peut les prendre unitaires. Hein. Et U de T, U de S est égal à U de S plus T. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un groupe à un paramètre. On suppose qu'ils sont continus, évidemment. Eh bien, on peut généraliser donc la version continue un petit peu de ça, ou ça, c'en est la version discrète du théorème de von Neumann, qui dit que 1 sur T, intégrale de 0 à T de U de T dt, va converger. Ok, c'était un petit voyage dans le théorème ergodique, et on conclut que von Neumann... Gros cerveau.